Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien sur le chat et bienvenue sur le Twitch d'ADN. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier, spécial, Thomas Romain. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Super, super sympa de m'inviter aujourd'hui. Mais en plus, tu es au Japon, donc il y a un gros décalage horaire, c'est pour ça qu'on a déplacé l'heure d'émission. Habituellement, on est plus 21h30, mais là, il est 15h en Ouais, France. Et actuellement, au Japon, il est quelle heure? bah, il est 23 heures. Ah ouais, donc c'est Donc, tard. On va pas ça non aurait été plus... compliqué de le faire à 21h30. Ça aurait Ah, été 5h30 du matin pour moi, un peu dur. ça aurait été vraiment très, très compliqué. Alors, je demandais Ouais, à Thomas, justement, mais comment il faut te présenter? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers, en fait, en toi. C'est fou. Réalisateur, directeur artistique, ouais, animateur, c'est plus trop ce qui te représente. Maintenant, tu touches à tellement de domaines. Mais en tout cas, tu es aussi le co-créateur de Code Lyoko. Et Code Lyoko, ça oui. sort aujourd'hui même sur ADN. Et justement, on va parler de Code Lyoko pendant une bonne partie de l'émission, hein. Pour ceux qui sont là sur le chat et qui sont fans, t'as justement Mala qui dit Yo Thomas, tu es mon enfance. Il y en Ah, a qui ont bah, vraiment grandi enchanté. avec Code Lyoko. Moi, pas du tout, hein. Alors, je te le disais juste avant en off, j'ai malheureusement pas grandi avec Code Lyoko du tout. Et tout ce qui m'a marqué réellement avec Code Lyoko, c'est les grands fronts. Oui. Comme je regardais pas trop l'animé, je me disais, mais Code Lyoko, c'est quoi? Ah oui, c'est cet animé avec de grands fronts. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce projet? Tu es co-créateur, mais comment ça Oui, s'est fait, la production de cet animé? Comment est venue l'idée de le faire? Raconte-nous ouais, tout. ok. Bah déjà, oui, on remonte loin dans le temps. Tout a commencé, je dirais, pendant mes études d'animation. Mhm. Donc, entre 98 et 2000, donc j'ai étudié en France le dessin animé dans une école qui s'appelle Gobelin. Ouais, À très l'époque, il n'y avait réputé. pas tellement de formation que ça et c'était une des plus réputées. J'ai eu la chance d'être pris dans cette formation. À l'époque, ça a duré 2 ans. Maintenant, la formation dure 4 ans. Euh, Beaucoup plus complet et long. À l'époque, c'était 2 ans. Et ça se fait toujours d'ailleurs. Les étudiants en deuxième année, à l'époque c'était donc la dernière année, mais maintenant c'est en milieu de formation. Mm. En tant que comme exercice à l'école, il faut fabriquer un petit court métrage. Ok, Ce ouais. qu'ils appellent, alors ils appellent pas ça court métrage, ils appellent ça générique d'Annecy parce que c'est un court métrage qui est très court, qui fait environ 30 secondes et qui est fabriqué par les élèves euh, dans le but d'être projeté au Festival d'Annecy, qui est le Mm. festival d'animation français le plus important et un des plus importants au monde. C'est tous les ans en juin et chaque jour du festival, ça dure une semaine. Avant chaque projection, on passe en introduction avant les, avant les projections de films ou les sélections de courts-métrages, on passe un petit générique fait par les étudiants de Gobelin. D'accord. Il y a donc ça dure pendant une semaine et chaque jour il y a un court métrage différent et dans la classe on se répartit en 5 ou 6 groupes Mhm. et chaque petit groupe fait un court métrage qui est diffusé donc avant chaque projection d'Annecy chaque jour. Et donc nous avec Tania et Stan Mhm. on a fait un petit court métrage. Et ce petit court-métrage qui s'appelait Les enfants font leur cinéma, ça a été un peu l'embryon de Code Lyoko. C'est-à-dire que c'était déjà les personnages que vous connaissez. Ils n'avaient pas encore de nom à l'époque, mais le graphisme était déjà là. Le concept était différent, c'était une toute petite histoire où on voyait un groupe d'enfants qui fabriquaient eux-mêmes leurs propres dessins animés. C'était une sorte de mise en abîme. Ouais. Euh, dans une ambiance assez japonisante, influencée par l'animation japonaise. Mais ça se passait pas au Japon, c'était des petits gamins de banlieue. Moi, je vivais en banlieue parisienne, qui fabriquaient leurs films. Et ce court métrage a été repéré par une société de production d'animation française. À l'époque, la société s'appelait Antefilm.
Après, elle a changé de nom, elle est devenue Moonscope. Donc, je pense que Ouais. sur les premiers génériques de la série, c'est écrit en Téfilm, mais en cours de route, je crois que ça a dû changer en Moonscope. Ils ont trouvé notre court-métrage super, super, les personnages très attachants. Et donc, ils ont contacté l'école, ils voulaient nous rencontrer. Donc, on les a vus un peu en fin d'année, juste avant d'être diplômés. Ils nous ont dit, votre court-métrage, il est super, on adore vos personnages. Est-ce que ça vous dirait de développer une série d'animation avec nous basée sur ces personnages? Waouh, bah Donc, c'est génial. on était à l'époque, donc j'avais quel âge? C'était il y a 20 ans, j'avais 23. Ben ouais, c'est là où tu es On avait- diplômé. C'est incroyable comme histoire parce que Ouais, ouais, ouais. ben, quand tu es étudiant, tu as un peu l'inquiétude de ne pas trouver de job tout de suite Mm. ou d'être sous-payé, d'être exploité un peu dans des studios. Ben, ça, oui, Et, c'est pas et parce que tu fais une forcément. série que t'es pas non. Ouais, enfin, Et là, c'est- avant même d'avoir bah, terminé complètement l'école, tu as été repéré ouais, avec le groupe. oui. Alors, c'est pas parce que tu fais une série que c'est forcément déjà que tu es millionnaire ou que tu as ton emploi assuré à vie, ça n'a rien à voir. Mm. Si tu signes un contrat de. Enfin, je vais pas trop rentrer, on pourrait parler pendant des heures de ça, mais Ouais, 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 c'est sûr, en avec tous fait, les tu fais articles qu'il y un. a autour. Ouais, tu signes un contrat de développement et tu t'engages à céder les droits pour que la société de production puisse exploiter l'œuvre Mm. qui va être développée ensemble. Et puis, il y a une avance sur droit, il y a une petite somme, mais pour nous à l'époque c'était notre premier, ça, c'était quasiment la première fois que j'avais de l'argent, c'était fou. Mais en même temps, c'était pas encore Colyoko, tu vois, c'était juste ah on aime bien votre truc, on va faire quelque chose. Ouais. On pouvait pas imaginer à l'époque après que ça allait faire plusieurs saisons et que ça allait autant marcher. Donc c'était une chance, voilà, mais ça aurait pu très bien être ne pas se faire du tout, tu vois, parce qu'il y a plein de projets qui se montent des gens qui sont repérés, des projets qui sont montés, des dossiers qui sont montés, mais après qui n'aboutissent jamais à une production. Mm. Donc déjà, il faut développer le projet, trouver des idées, faire quelques dessins. Après, la société doit aller démarcher des chaînes, des investisseurs. Il faut que ça plaise. Il faut présenter le projet dans des salons, etc., faire une petite bande-annonce. Et après, le projet, parmi les projets qui sont créés comme ça, certains rentrent en production. Il y a tout un tas d'autres problématiques. Après, les chaînes vont donner leur avis. Il y a plein de gens qui travaillent dessus. Enfin, c'est un processus très compliqué. Voilà, mais ça a commencé comme ça, par ce petit film de fin d'études, dont j'avais eu un peu l'idée de base, mais le graphisme, je dirais, c'est vraiment le travail de Tania, Ouais. Tania Palumbo, donc, qui est la co-créatrice de la série avec moi, et qui était donc avec qui on avait fait ce court-métrage, on était dans la même classe à l'école. Et elle a travaillé après comme directrice artistique pardon, sur toutes les saisons. Donc c'est vraiment sa patte qu'on voit à l'écran voilà, je dirais que le succès est plus dû à elle qu'à moi parce que en fait moi j'étais là au tout début, j'ai donné l'étincelle un peu du projet. On a développé le projet, Mm. il y a un certain nombre d'idées que j'ai eues et qui sont dans le projet final, mais au final euh, je suis parti travailler au Japon assez vite et j'ai pas travaillé sur la série en fait. J'ai juste Ouais. travaillé sur le développement de la série. Ça s'est fait très rapidement d'ailleurs, entre le moment où tu as été diplômé et le moment où tu es parti au Japon. Parce que ça commence à faire un paquet d'années Oui, que tu es au Japon là. c'était environ 3. C'est pas si rapide, mais environ 3 ans. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup. Le, le- Enfin, c'est le- très le- rapide, hein, 3 ans. Au moment où tu termines ouais, tes études et au moment où tu pars à l'aventure dans un autre pays, travailler, ouais, c'est très rapide en réalité, hein. Je pense que tu te rends pas compte, mais ouais, tu as non, vraiment suivi tes rêves à fond et tu allé ah jusqu'au ouais, bout, ouais. hein. Bah, j'ai eu Et la chance, oui, j'ai eu plein de chance. J'ai eu de faire une bonne école, d'avoir des parents qui me soutiennent. Enfin, voilà. Mais après, il y a une sorte de miracle qui s'est produit aussi, enfin, de l'alignement des planètes. Enfin bref, c'est oui, il y a eu de bonnes rencontres que tu as fait aussi des qui bonnes ont rencontres. porté vers Ouais. ce choix-là aussi de vie. Mm. Mais avant de parler de tout ça, je voulais savoir quelles ont été tes inspirations pour Code Lyoko. Que tu as plein Bah, d'idées, tu joues ouais, déjà ouais, pas mal aux alors, jeux vidéo. bah, à fond, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais en fait, je dirais que c'est pas tellement, même s'il y a dans le Call Lyoko, il y a l'aspect jeu. Mm. euh,
La dimension jeu vidéo, c'est quelque chose qui a été demandé par les producteurs. C'était- Alors que moi, j'adore jouer. Enfin, tous les jours, je passe des heures devant ma console et tout. Et ça a toujours, les jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans, ça m'a toujours accompagné tout le temps, même plus que l'animation. Mais à l'époque, je dirais que j'étais vraiment plus influencé par les œuvres d'animation japonaises que je regardais. Mm. Fin des années 90, des années 2000, un peu, Et tu c'était regardais Cowboy quoi? Bebop, Ah bah oui, oh, Evangelion, c'était Ghost magnifique. in the Shell, c'était un peu les gros chefs-d'œuvre de l'âge d'or. Mm. Une sacrée période. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion après de travailler avec des gens, des réalisateurs importants. C'était aussi des rêves que j'ai pu réaliser par la suite, mais j'avais à l'époque le poster de Ghost in the Shell dans ma chambre. J'avais les cassettes de Cowboy Bebop, j'avais voilà, tout ça. Donc on regardait ça avec Tania, on était fascinés. Et on voulait faire une série d'animation en France, mais vraiment influencé par ce qu'on regardait, nous, qui arrivait directement du Japon. Donc Mm. au niveau graphique, on sent l'influence. Euh, c'est plus anguleux, c'est plus réaliste. Mm. Euh, Moi, j'ai jamais été trop un peu cartoon, tu vois. Alors qu'il y avait beaucoup de séries cartoon qui se faisaient en France à l'époque. Ouais. Mais il n'y a pas que les décors aussi, le traitement des décors dans Code Lyoko, c'est quelque chose à l'époque, il y a vraiment un parti pris, donc on a eu des super décorateurs sur la série, le parti pris d'essayer de reproduire une réalité en fait dans le quotidien des enfants, des ados là, de nos héros. Mm. Et il y a aussi quelque chose que les Japonais font beaucoup, c'est de la documentation, de la référence de décors pour retranscrire un environnement réaliste. Finalement, ce qui se faisait pas tant que ça en animation à l'époque en France et même encore maintenant, ça se fait beaucoup au Japon, mais pas tant que ça en France. Il y a beaucoup de séries qui se passent soit dans de la fantasy, soit dans des environnements, je dirais, un peu stéréotypés, où on fait en sorte que le caractère du lieu ressorte pas trop pour qu'on puisse vendre plus facilement les projets dans tout un tas de pays. Donc, ou alors, beaucoup de dessins animés se situent dans une sorte d'environnement un peu américanisé, une sorte de Californie un peu passe-partout. Mm. Et ça ne m'intéresse pas du tout. On adorait dans le dessin animé japonais que ça se passe au Japon. Tu vois, tous les dessins animés japonais, Ouais. à part ceux qui se passent dans des environnements de fantasy, mais euh, vraiment, quand on regardait des dessins animés petits japonais, on voyait la vie du Japon, quoi. Les ruelles, Ouais. C'est ça, ça me faisait rêver. bouffes, Et tout ça ça. nous donnait envie d'y aller. Ouais. Et ça donne après, moi, je pars sur autre chose, mais quand tu vas au Japon pour la première fois et que tu as vu plein d'animés et plein de mangas, tu as l'impression d'être chez toi, en fait. C'est assez bizarre. Oui, oui, tu Ça vas au t'amuse que combini, tu sais 69 heures. déjà ce que tu vas acheter, hein. Tu dis, ah, mais je connais ça, machin, tout, alors que tu Oui. n'y as jamais mis les pieds. Ça, c'est le soft power japonais. Bah en plus, je sais pas si Euh, tu joues un peu au Yakuza, mais oui, dans les jeux ouais, Yakuza, tu ouais, peux faire tellement de choses et c'est tellement fidèle. Et pareil, tu vas au combini, ouais, ouais, tu vois ouais, tous les produits j'adore. japonais et tu dis, oh, à Ouais, cette période où on peut pas t'as voyager, quand je joue à Yakuza, j'ai vraiment l'impression d'y ouais, être. t'as même les marques et tout, Oui, les mêmes marques, etc. Ah bon, je reviens à notre sujet de Kolyoko. Donc, oui. ce qu'on voulait faire aussi, c'était s'inspirer de notre quotidien, des décors à l'époque, là où je vivais, et pour Mm. mettre dans la série. Donc le collège Cadic qu'on voit dans la série, en fait c'est une copie conforme du lycée Lacanal qui est à Sceaux dans le 92, qui est le lycée où j'allais. Donc Oui, bah, Bulbos sur c'est le chat le dit d'ailleurs, le lycée Lacanal. Il y en a ouais, qui sont vraiment au taquet hein, sur le chat. En tout cas, il y a des grands fans hein, de Code Lyoko qui sont cool. présents. Donc c'était mon lycée, donc puis c'est un magnifique lycée et tout. J'ai étudié pendant plusieurs années. Je trouvais ça génial à voir en fait c'est un lycée ancien, tu vois, un très Mm. vieux bâtiment, enfin un très vieux, un magnifique bâtiment en pierre de taille, etc. Et j'aimais bien le contraste entre, déjà c'est gigantesque, et puis ça crée un contraste entre cet endroit très beau et très classique, et le monde virtuel dans lequel ils vont aller. Mm. Euh, et l'usine aussi dans laquelle ils vont, là, c'est en fait c'est l'ancienne usine Renault qui était sur l'île Seguin, donc entre vers Boulogne, donc sud-ouest de Paris, comme ça. Et je passais en voiture régulièrement, en fait, devant, et quand j'allais à Paris ou machin.
Et je trouvais ça génial comme endroit. C'était une île, donc c'était l'ancienne usine Renault. Mais à Ah, l'époque, même qui a été il y a une détruite vingtaine d'années, elle était apparemment. désaffectée. Mm. Désaffectée, donc j'ai jamais pu aller dedans et tout, mais on a un peu fantasmé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ça a servi aussi de modèle. Donc, prendre ces lieux existants et les mettre dans la série, Mm. je trouvais ça inspirant. Et puis, il y a un ton aussi euh, qui est pas 100% humour. C'est pas que des gags et de l'action tout le temps. Je pense qu'il y a une certaine authenticité qui a dû plaire, une certaine subtilité, enfin un truc un peu de. On a l'impression de vivre avec les ados. Enfin, je pense qu'on sent quelque chose un peu d'authentique. Enfin, j'espère en tout cas. Et comment vous aviez les retours du public, des téléspectateurs à l'époque? Comment est-ce que tu Bah, moi, je savais sais pas en s'ils fait, parce avaient que bien réagi? Tu savais pas? bah, déjà, il Il y n'y avait avait pas pas les les réseaux réseaux sociaux sociaux, tout ça. encore. Ouais. Puis moi, j'étais déjà parti en fait. La série a été diffusée à partir de 2003, Ah oui, juste t'es avant que je parti vite. parte. Après, moi, je pouvais pas voir la télé en France. J'ai pas vu les épisodes. J'étais au Japon, je bossais comme un fou sur d'autres trucs. J'ai dû voir quelques épisodes avant de partir. Mm. On savait pas trop si ça marchait ou pas. C'est seulement après, un peu de loin, j'ai compris que ça marchait. Enfin, puis après, j'ai vu que le producteur m'a nous recontacté. Ah oui, on veut faire une saison 2. Donc voilà. Parce que en tant qu'auteur original, il faut donner l'autorisation. Même si je travaillais plus dessus, il fallait que je dise OK pour une saison 2 ou pas. Si je pouvais très bien dire non, je veux pas qu'on fasse de saison 2, il n'y aurait pas de saison 2. Donc on Enfin, je te vois voit pas les pourquoi saisons j'aurais à fait ça, toi. hein, mais Oui, je vois pas t'aurais pas pourquoi fait j'aurais fait ça. ça. Et du coup, qui est-ce qui contrôlait tout ça? C'est Tania? Ouais, ben, Elle Tania, est elle était restée. sur place. Après, Ouais. alors, il faut dire quand même que il y a eu donc le premier développement donc avec Tania et un autre auteur qui s'appelle Carlo De Boutini, malheureusement qui est décédé il y a quelques années. Ah. On a développé le projet. Ensuite, donc j'ai dû bosser peut-être un an sur le projet. J'étais pas que que sur ce projet, je faisais d'autres choses en même temps. Mm. Un an pour réfléchir à l'univers, un peu au concept de base. On a fait un petit dossier de présentation, un tout petit épisode, pas un épisode pilote, mais parce que c'était très court, hein. On appelle ça un pilote, mais c'est une sorte de bande-annonce test en fait, qui faisait 2-3 minutes comme ça, qu'on avait produite. Et c'est ça qui a déclenché le financement de la série. À l'époque, ça s'appelait pas encore Code Lyoko, ça s'appelait Garage Kids. C'est le nom Mm. qu'on avait donné. Parce Oui. ils sont dans cette vieille usine, etc. Donc on trouvait ça sympa. C'est le producteur qui a voulu changer le nom. Et Tania, elle était scandalisée au début. Je me souviens, en fait, elle me dit ah, ils veulent changer, parce qu'on aimait bien Garage Kids. Et ils nous disent oh là là, les producteurs, ils veulent changer de nom. Ils veulent appeler ça code, machin et tout. On trouvait ça tous trop nul. Et, C'est marrant comme c'était une idée anecdote. du producteur. Code, machin, ça serait bien d'avoir un truc un peu japonais et tout, machin. Comment on dit voyage en japonais et tout. Donc à l'époque, on commençait à apprendre et tout. Donc on dit, ben, je crois que ça s'appelle, on dit Lyoko. Donc, ah, ok, d'accord, code Lyoko et tout. Code voyage, on trouvait Ah! ça trop nul en fait. Oh! On trouvait Mais ça trop c'est nul. Mais vrai! en fait, c'est D'accord, ça tout. En vient de fait, ça. une fois que tu t'habitues, c'est génial. Après. Enfin, t'es habitué. Même la musique au début, tu vois, on trouvait ça un peu pas terrible. Mais après, le générique, il est culte maintenant parce que tu l'as entendu 100 fois et c'est vrai qu'il est Mm. entraînant. Mais la première fois que tu t'entends un truc, tu vois, c'est difficile de juger. Putain, je viens de tilter là, c'est une révélation pour moi, hein. Parce que Ouais, parce que j'apprends le japonais aussi. Mais oui, oui, mais comme je lis Lyoko, mais Lyoko, tu vois, c'est comme un prénom. Je me dis, ouais, c'est ça ça. sonne bien, Mais ça ça vient de là sonne en bien. fait. Ça vient du nom du D'accord, mot ça vient voyage de en japonais. Ryoko. Ah, tout s'éclaire dans ma tête. Et au final, c'était une bonne idée. Parce que ça Ouais. reste bien comme nom, ça s'intègre bien. Garage Kids, après, tu te dis, ouais, ça doit être un truc américanisé. En code Lyoko, tu penses. En fait, il y a une sonorisation un peu japonaise tout de même. Ouais. Mais ouais, Donc voilà, sacrée anecdote. mais moi déjà à l'époque j'étais déjà parti sur une autre aventure parce qu'en fait entre le développement du projet et le lancement de la production, après ça prend du temps. Donc tu peux pas attendre en fait. T'es pas embauché de toute façon. Tu signes un contrat pour développer le truc. Après il faut bien travailler. Donc tu vas faire d'autres trucs et puis après le projet se lance. Est-ce que tu veux travailler dessus ou pas? Mais bien sûr il te propose. Donc moi il m'avait proposé. Enfin il me semble, je pense forcément.
Ils avaient proposé à Mm. Tania qui a travaillé dessus. Je pense qu'ils m'avaient proposé, bien sûr. Et j'ai dû dire non. Et pourquoi j'ai dit non? Parce qu'en fait, pour moi, c'était déjà un peu trop transformé par rapport à ce que je voulais faire. Enfin, si tu veux, à Mm. l'époque, mon rêve, c'était vraiment de partir au Japon. Et Oui, j'avais c'était commencé à ton apprendre le grand rêve. japonais. On était en train de développer une autre série en même temps, qui s'appelle Oban Star Racers, Mm. Oui, où j'ai pu là, voir. pour moi, j'ai mis toutes mes tripes dans Oban. Pourquoi? Parce que c'était notre petite boîte, c'était un rêve de fou de se dire, OK, on va faire une série de science-fiction, un feuilleton, parce que toutes les séries japonaises qu'on aime, c'est des feuilletons. Enfin, c'est ça qui nous marque, en fait. C'est le truc, c'est l'histoire, elle se déroule sur plein d'épisodes. Mm. Et Code Lyoko, c'est pas vraiment le cas, tu vois. Code Lyoko, on voulait faire un feuilleton, mais ils nous ont dit non, parce que les chaînes françaises, elles détestent les feuilletons pour les dessins animés pour enfants. Donc non, non, le feuilleton, c'est pas possible. Il faut des épisodes autoconclusifs. Donc il faut des one-shots, quoi. Il faut des scénarios qui se finissent et après tu vois l'épisode 1, 2, 3, enfin tu peux le regarder dans n'importe quel ordre, c'est pareil. Alors, au final, dans Kolyoko, ils ont quand même réussi à l'écriture à ramener un peu ce côté feuilletonnant, parce qu'il y a quand même une espèce de grande évolution générale sur toute la série, mais ça reste quand même des. T'as pas un cliffhanger à la fin de chaque épisode. Le Mm. problème est résolu, retour dans le temps, tu passes à la suite. Mais Et ça, c'est moi, mon quelque rêve, chose qui c'était te de plaisait bosser moins. Tu voulais sur une saga. une saga, quoi. Mm. Ouais, un feuilleton, c'était mon rêve. Mon autre rêve, c'était de bosser au Japon et surtout de bosser là où sont les animateurs. Parce que j'étais persuadé que c'était la clé pour obtenir vraiment une série top qualité. Et je voulais faire des trucs top qualité. Et Kolyoko, malheureusement, c'est super, hein, je ne dis pas le contraire, et ça a marché, il y avait plein de fans, et incroyable, Mm. et super. Mais moi, en tant que, tu vois, je sors d'une école d'anime, j'ai appris à animer, on regarde tous ces chefs-d'œuvre d'animation japonaise qui sont sublimes, qui sont virtuoses, et notre rêve, c'est de faire un truc aussi fort, quoi. Mais déjà, donc, on te dit, le producteur te dit. Alors là, je taille pas Kolyoko, en fait, je taille un système. Parce que Kolyoko, c'est une bonne série. Enfin, j'espère. Mais Il y a des fans qui sont là et qui en sont persuadés, hein. On va et pas leur dire regardez le contraire. l'ADN et regardez Kolyoko, il n'y a pas de souci. Mais j'explique la démarche, en fait, pourquoi j'ai pas travaillé dessus. Mm. C'est que je voulais bosser sur une série feuilletonnante. J'étais intéressé pour aller au Japon. Et surtout, j'avais envie de bosser avec des animateurs et d'être là où la série se fait. Et, et encore maintenant, c'est encore très fréquent, et à l'époque, c'était la norme. Toutes les séries d'animation françaises ne sont pas animées en France. En France, on fait l'écriture du scénario, on fait les designs, le storyboard, on fait Mm. plein de choses, ce qui s'appelle la pré-production. Et après, tout est envoyé dans des pays où la main-d'œuvre est à bas coût et où ils ont des gros studios. Donc ça peut être la Corée, ça peut être la Chine, des pays de l'Est, l'Ukraine, enfin bref, D'accord. il y a plein de l'Inde, il y a plein de studios partout dans des pays en voie de développement. Le Japon d'ailleurs a travaillé comme ça pendant longtemps, mais ça fait 20-30 ans qu'ils le font plus, mais au début le Japon faisait toutes les séries américaines, c'était quand ils se développaient. Euh, En gros, bref, tu prépares tout, t'envoies en Corée, en Chine, tu as le résultat qui revient, et puis t'es jamais vraiment. Tu vois, il y a toujours des trucs qui vont pas parce que t'es pas sur place pour expliquer ce qu'il faut faire. Mm. Euh, Oui, les allers-retours, c'est donc tu chiant donnes des aussi. retakes. Enfin, et en fait, ce système, où les gens en fait s'épuisent assez vite. En fait, ils perdent un peu leurs illusions, leurs rêves. L'animation n'est pas faite en France, donc tu peux pas contrôler. T'as pas la qualité que tu veux, tu peux pas parler vraiment avec les gens. Bon bref. Et donc, euh, voilà, moi j'ai envie d'aller sur place. Et au Japon, c'est un pays qui fait beaucoup de sous-traitance dans d'autres pays d'Asie, mais ils gardent quand même l'animation post-clé sur place. C'est-à-dire que vraiment l'essentiel de processus de création, même d'animation pure, est gardé au Japon. Bien que ce soit un pays où la vie est chère et la main-d'œuvre est chère aussi. Il y a le pendant de ça, c'est effectivement, bah, c'est quand même assez difficile de vivre dans l'animation au Japon parce que ils peuvent pas non plus avoir des coûts exorbitants, donc ils peuvent pas. C'est difficile de s'aligner en fait par rapport aux pays où c'est moins cher. Donc c'est pas super bien payé d'être animateur au Japon, mais en termes de qualité, tu peux vraiment faire des trucs de ouf. Donc Ouais. voilà, mon rêve c'était d'aller bosser au Japon, avoir l'expérience, tu vois,
la vraie expérience de faire un Oui, vrai sur le dessin animé terrain. comme au Japon. Et donc, Mm. j'ai eu cette chance, en parallèle à Kolyoko, de pouvoir faire Oban et de partir au Japon. Et c'est ce que j'ai choisi. Donc, je suis au Japon depuis 18 ans. Et j'ai vu le succès de Kolyoko pardon, au loin, comme ça, sans être sur la production. Et ça m'a fait très plaisir. Mais je me sens un peu, si tu veux, j'étais au tout début, mais j'ai pas bossé sur la prod. Donc maintenant, les gens me connaissent parce qu'après, j'ai eu une carrière et donc ils associent mon nom à cette série, que je suis au générique. Mais il y a des dizaines de personnes qui ont bossé des années sur la série et qui sont bien, dont l'apport était bien plus important que le mien Mm. et qui méritent tous les lauriers. Ouais, bah, je comprends bien parce que tu t'es finalement un peu détaché assez rapidement avec ton rêve d'aller au Japon et avec les opportunités qui se sont créées assez rapidement finalement. Tu as été sur Oban très vite, quasiment à la même Ouais, période que Code Lyoko. Et est-ce que c'est pas sur Oban qu'il y avait Yoko Kanno en compositrice? si. Ah, On c'est a bossé génial. avec le Kokano, ouais. Alors, toi qui Ouais, adores Cowboy Bebop, en plus, c'est la même compositrice. Alors, est-ce que c'est ouais. c'est un hasard ou pas? Est-ce que c'est le destin? Les astres encore alignés? Euh, ben en fait, c'est, non, c'est pas un hasard. C'est donc le créateur d'Oban et producteur, auteur et réalisateur, enfin l'homme, un chef d'orchestre d'Oban, c'est Savin Yetman-Eiffel, qui est un Mm, super ami et avec qui on est parti au Japon ensemble. C'est même lui, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. On est parti au Japon 7 ans plus tard. mm. On a travaillé enfin, des années à préparer Oban. On s'est battu pour réussir à monter cette production. Je travaille sur Oban depuis que j'ai commencé à travailler sur Oban, j'avais 19 ans. Lui, il travaille déjà dessus depuis au moins 2 ans. Mm. Ça lui a pris quasiment 10 ans, en fait, entre le moment où il a voulu faire la série et le moment où la série a été diffusée. Enfin, bref, c'est un super ami et on a fait ce voyage incroyable ensemble. On a co-réalisé la série ensemble. Euh, et lui, ouais, voulait absolument avoir Yoko Kanno. Donc, il a fait des pieds et des mains. Enfin, il a essayé de. Pas des pieds et des mains, mais en tout cas, Un homme on de goût, a hein. réussi à être en contact avec. Parce qu'on avait beaucoup d'alliés en fait au Japon, côté japonais, on avait des gens qui adoraient ce qu'on faisait, qui voulaient nous aider, qui nous ont fait venir, qui nous ont Mm. présenté des studios, qui nous ont présenté des gens pour faire la musique. Et donc, quand Savin a dit ah, ça serait cool d'avoir Yoko Kanno, le producteur musical avait un moyen de la contacter en fait. Et donc, elle, ça l'intéressait. Bref, on a aussi bénéficié du fait que d'être étranger au Japon. Enfin, à l'époque, on n'était pas beaucoup et c'était complètement exceptionnel de venir sur place et de faire un dessin animé là-bas à l'époque, et même ça, je le serais encore maintenant. Mm. Donc les gens étaient intéressés par ce qu'on faisait. Et même des gens avec de grands renoms. Tu vois. Donc c'était intimidant, mais en même temps, on a pu comme ça travailler avec des gens assez connus et très talentueux comme elle. Ben, c'est incroyable, en Euh, tout cas, c'est une de mes compositrices ouais. préférées. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'ils pensent Et elle a au fait Japon ouais, elle a des... fait oui aussi, parce qu'après moi j'ai beaucoup travaillé avec Shoji Kawamori, Oui, j'ai vu Joe ça, Satellite, le créateur de Macross, c'est et lui génial. aussi travaillait avec Yako Kanno très souvent. Enfin bref, c'était un peu. Il y a eu plein de connexions comme ça qui se sont faites. Ben, justement, je voulais te demander, qu'est-ce qu'ils pensent des animateurs français quand ils viennent au Japon, qu'est-ce qu'ils pensent de la qualité française? Euh, Maintenant ou il y a 20 ans? Il y a 20 ans, Ah en oui, il y a fait, 20 ans, hein. Là où tu es allé, hein. il y a 20 ans, ce qui était intéressant, c'est que enfin, on était des extraterrestres un peu, quoi. Ah Ils se bon? demandaient qu'est-ce qu'on faisait Qu'est-ce que ici, vous tu vois. faisiez ici, faire de l'animation japonaise alors que vous êtes français? Ouais, non, mais c'est surtout qu'en fait, ils savaient pas qu'il y avait des créateurs d'animation en France. Enfin, des gens qui. Enfin, il y avait rien. Donc, fallait tout expliquer, en fait. Par exemple, ils ne savaient pas qu'on baignait dans l'animation japonaise. Ils ne savaient pas que les gens de ma génération nés Oh oui, ils savaient dans pas que les années ça s'était 70, années exporté 80 autant. Ouais. voyaient autant de dessins animés japonais à la télé. Ça, les Japonais, ils ne le savent pas. Donc, quand tu arrives sur place et que tu connais tout, et qu'en fait, on a grandi avec les mêmes dessins animés, ils sont hyper surpris. Tu arrives de l'autre bout du monde et tu connais comme eux
tu as vu la même chose qu'eux quand ils étaient petits. Donc ça crée d'énormes liens en fait, de connexion. Après, tu leur expliques qu'il y a des écoles d'anime, il y a des sociétés, il y a des gens qui travaillent l'animation, et c'est le même processus en fait. Tu dessines Mm. image par image, enfin, tu fais des designs, tu fais des storyboards. Et ils étaient surpris aussi de voir qu'en France, on faisait comme eux en fait. Enfin, ça existait. Oui, mais en plus, je pense qu'ils étaient surpris parce à l'école en France, on est accompagné plusieurs années. Et là-bas, les animateurs, ils peuvent commencer très jeunes, dès 18 ans, ils peuvent commencer à Ouais. travailler en studio. Donc, ils apprennent directement là-bas, sur le tas, sur le terrain. Alors qu'en France, on reste un peu plus longtemps en école. Oui, ça c'est vrai. C'est une des différences. J'ai eu l'occasion après de faire beaucoup d'interventions dans des écoles d'anime en France pour expliquer la différence entre France et Japon. Et donc c'est une des Mm, différences, effectivement. Au Japon, les gens sont formés moins sur la longueur, ils commencent à travailler pardon, plus tôt dans les studios et apprennent beaucoup sur le tas, apprennent directement dans les studios. Parce ils ont cette production sur place. En France, il y a pas vraiment la production sur place. Alors ça revient un peu, donc il y a plein de choses qui se passent en France depuis plusieurs années. Donc mm. ça devient possible vraiment d'être animateur en France, mais il y a une vingtaine d'années, c'était quasiment impossible. On pouvait que travailler sur de la pré-production. Donc tu peux pas te former sur place quand on te demande déjà d'être designer ou d'être storyboarder. Il n'y a pas la production sur place pour pouvoir commencer par le bas et gravir les échelons et comprendre comment ça se passe. Donc tu es obligé d'être formé Mm. plus longtemps dans des écoles. Donc tu arrives sur le marché du travail plus tard, ça coûte plus cher aussi. Enfin, bref. Enfin, en tout cas, pour revenir au sujet, à l'époque, quand on arrivait, oui, ils se demandaient ce qu'on faisait là. Donc, il a fallu montrer qu'on était capable de tenir un crayon, qu'on avait des idées, etc., qu'on savait comment l'animation était fabriquée, même s'il fallait apprendre la manière dont elle était faite au Japon, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de différences. Voilà. Mais je me souviendrai toujours, je crois que c'était le premier jour où on débarque avec nos valises dans le studio et ils nous disent bon, ben, ou c'était le lendemain, je sais plus, enfin bref, ils nous disent je sais plus s'ils nous avaient donné un guide touristique ou s'ils nous avaient juste mis l'interprète dans les pattes en nous disant alors aujourd'hui on peut aller à Sakusa, on peut aller à Roppongi, machin, etc. Genre ils voulaient nous Les faire quartiers passer le touristiques, hein. temps en faisant le tour de Tokyo, quoi. Alors qu'on venait pour travailler vraiment comme eux, 12 heures par jour et tout au studio. Donc Ah, ils ont ils vraiment étaient surpris. pris comme des touristes, en fait. Maintenant, Ah on oui, vous parce fait qu'ils avaient pas visiter. ils pensaient qu'on était juste des producteurs, on venait avec la valise, parce qu'on arrivait avec le projet aussi avec la valise de dollars d'une certaine manière, parce on arrivait avec le projet et son financement. Donc on était leurs clients. Mm. Donc ils devaient fabriquer la série avec nous. Et ils pensaient au début qu'ils devaient fabriquer, ils espéraient, parce que déjà ils voulaient pas bosser avec nous, je pense, ils espéraient juste avoir l'argent et faire notre série, mais tranquille, eux, sans qu'on ait rien à dire. Ah, Et donc ils ont vite compris qu'on voulait la faire ensemble et que voilà, qu'on avait une vision et qu'on voulait travailler dessus. Et ça a mis plusieurs mois à se caler, mais voilà. Mais c'était fou au début, quoi. ils voulaient que vous fassiez le tour de Depuis, Tokyo au lieu de travailler en collaboration. Comme ça, ils travaillent comment? sur le projet tout seul. Ben ouais, ça devait être un projet en collaboration et au final, on vous envoie faire les touristes à Tokyo et ils n'avaient Ouais, pas bah parce compris que je ça pense comme que ça au début. c'est comme ça que voilà, si un client étranger veut une série, il arrive, il dit voilà, il donne le pitch, il donne l'argent et puis il repart et puis là, le Japon produit. Enfin, jusqu'à présent, c'était comme ça que ça se passait en fait. C'était Ouais. juste des prestataires. Mm. Alors que c'est la première fois que je pense des gens étrangers venaient pendant 2 ans sur place, bosser dans les mêmes conditions qu'eux, euh, sur le bureau d'à côté, apprennent la langue. On a fait tous les efforts qu'il fallait pour s'intégrer. Enfin bref, Mais tu non, as dû c'était cool. apprendre le japonais en plus, hein. Ouais, ouais. T'as pris J'ai des appris. cours sur place. Avant Tu de as pris des cours partir, avant? j'avais pris. Pardon? Oui. T'as pris des cours avant de partir tout de même? Ouais. Pendant 1 an et demi environ, j'ai pris des cours pour avoir les bases. Après, une fois que Mm. j'étais sur place, Après, ben oui, t'apprends plus j'ai vite, plus hein. pris de cours, mais Mm. enfin, j'avais mon petit dictionnaire électronique, j'étudiais les kanji par moi-même, et puis après, c'était sur le tas, quoi. D'accord. Donc, Ah oui, sur le tas. En plus, au travail, tu es entouré de japonais. ouais, ouais. Non, mais bon, là, on parle plus du coup d'Oban que de Kolyoko, nous, on parcourt au Japon, mais il y a tellement de choses à dire. On avait un interprète pendant les 2 premières années sur la production, donc c'était hyper pratique pour moi
transitionné entre je débarque et je sais dire 3 mots, parce qu'il était là tout le temps. Donc, toutes les heures et les heures, les dizaines, les centaines d'heures de réunions qu'on a pu faire, Mm. il y avait toujours cet interprète. Donc, en fait, j'ai pu, au fur et à mesure, j'avais la traduction, en fait. C'est comme si j'avais les sous-titres, tu vois. Ouais. J'avais la traduction et j'écoutais ce qu'il disait. Donc, en fait, j'ai pu assez vite, en fait, assimiler plein de mots techniques. Comment ils parlent vraiment dans cette industrie, quel vocabulaire ils utilisent, tous les Mm. mots, parce qu'il y a tout un tas de vocabulaire technique qui revient en permanence. Une fois que tu l'as maîtrisé, c'est bon, tu le connais, tu le maîtrises. Donc, parler de Mm. l'animation au Japon, en japonais, ça me va, mais maintenant, je me débrouille bien, tu vois, mais il y a des sujets, je me lancerai pas dessus, quoi. Mais l'anime, je connais tous les mots parce que c'est mon domaine. Donc, et, Mm. donc j'ai appris ça pendant les premières années. Ok, Et mais... donc, en revenant à la question, maintenant, Mm. quand un Français débarque au Japon, bah, c'est un peu différent. Je pense qu'on a euh, le fait qu'il y ait une communauté qui grossisse petit à petit, ça s'est su, en fait, ça s'est vu. Les gens, on a vraiment fait de notre mieux pour donner la meilleure image possible en termes de qualité de travail, de sérieux. Donc, avec une demi-douzaine d'amis français avec qui en fait on est arrivé là début des années 2000. On a, je pense, donné une bonne image et puis après, les gens étaient de plus en plus intéressés par des Français animateurs qui pouvaient arriver et puis c'était plus facile de gagner la confiance. Donc il y a tout un processus comme ça qui s'est joué sur la longueur. Maintenant, je pense que c'est plus Mm. facile d'arriver sur place et de trouver du travail en tant qu'étranger. Ouais. Ouais, mais en plus, bah, j'imagine qu'avec des personnes comme toi qui ont été parmi les pionniers à faire ça au Japon, ça a dû les rassurer. Maintenant, je te vois sur la toile, sur YouTube, partout. Mm. C'est vraiment génial. Tu as vraiment réussi à te faire un sacré nom sur le domaine de l'animation. Et maintenant, tu touches aussi à d'autres domaines, jeux vidéo, Ouais. jeux de société. C'est plus seulement l'animation japonaise. Ben, j'ai travaillé donc jusqu'en entre 2007 et 2018, donc 11 ans pour un studio qui s'appelle Satellite. Mm, Euh, Satellite, enfin c'est toujours, hein, parce qu'ils existent toujours, un studio dans je dirais le directeur créatif, enfin, le réalisateur principal donc est Shoji Kahamori, qui est un sorte de créateur visionnaire. Euh, C'est un méca designer, donc designer de robots extrêmement connu, un des plus connus au Japon, un des mm. plus respectés. C'est celui notamment alors qu'il avait à peine une vingtaine d'années, a créé les Valkyries. Donc c'est les fameux avions transformables de la série Macross, aussi plus connu sous le nom de Robotech malheureusement en Occident, parce qu'il y a toute une histoire aussi Ah ouais? incroyable Moi, je connais que Macross, hein. une histoire incroyable de droits qui ont été vendus pour une bouchée de pain et dont les Américains n'ont jamais lâché l'affaire. Oh là là. Enfin bref, bon, c'est une autre histoire. Il faudrait refaire un truc là-dessus. Bref, les gens connaissent beaucoup ça sous le nom de Robotech. Donc c'est ce jeune designer hyper talentueux, Shoji Kahamori, qui a à peine 20-21 ans a créé ces robots. C'est aussi lui qui a designé le tout premier design d'Optimus Prime de Transformers. Sérieux? Euh, Why? C'est aussi lui qui a fait peut-être que tu connais pas parce que c'est plus vieux, mais l'Odysseus de Luis 31. Tu vois ce que c'est, hein? Si, ça me parle. Ah oui, j'ai regardé quand même Luis Ulysse 31 31, aussi. c'est donc une série Ah aussi qui oui! avait été produite au Japon, une série française des années Waouh! 80. Ah, c'est Le génial. fameux robot, enfin le fameux vaisseau en forme d'œil là, Hmm. c'était lui qui l'avait fait ça. Il avait je crois 19 ans ou un truc comme ça. Ouh, ah, c'est incroyable. Et donc ce gars-là, Kawamori, donc à Satellite, c'est le réalisateur principal. Donc et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un de très ouvert. Mhm. C'est pas le cas forcément de tous les Japonais. Très ouvert et très porté sur le voyage. Et donc, il connaît plein de cultures, plein de pays. Il s'intéresse vraiment à plein de choses.
Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu travailler au studio Satellite pendant autant d'années, parce que ça l'intéressait d'avoir un Français comme ça il trouvait mes dessins cool. Et il a dit, ah, c'est super, prenons-le. Et puis ensemble, on a fait plein de projets. Et Mhm. moi, une fois que j'étais dans le truc, tu vois, j'ai mis le pied comme ça sur la porte pour la laisser entrouverte, et j'ai fait venir plein de Français. Et à un moment, donc on est monté jusqu'à une dizaine à un moment, en 2008, je crois, sur un projet. J'avais fait venir plein de Français. On était Que 10 tu Français au connaissais studio. par internet ou par des liens Bah, peut-être, je sais c'est pas. soit Ah, il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà avant. des gens Stan qui était avec moi sur Urban, et après des gens que je connaissais, soit liens par rapport aux écoles d'anime françaises, Mhm. donc des anciens de Gobelin, ou des non pas des anciens, mais en tout cas des gens qui étaient diplômés de Gobelin ou d'autres écoles d'anime françaises qui Ouais, voulaient venir au Japon il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait le site Katsuka avec son forum. d'accord. Donc on Ouais, parlait je vois. ensemble, les gens ils savaient qu'il y avait des Français au Japon, donc ah, j'aimerais trop venir faire un stage au Japon, j'aimerais bien venir, etc. Donc on a fait venir des gens comme ça, on a embauché. Et donc on a commencé à faire venir pas mal de Français dans l'industrie de l'animation japonaise grâce à ça. Et après, voilà, il y a des gens qui sont venus d'un an, 2 ans, qui sont restés, qui sont encore là, d'autres qui sont repartis. Enfin, il a commencé à avoir un peu des échanges de plus en plus importants. Et ça a continué à s'accélérer. Et c'est comme ça qu'est Euh, venu le donc j'ai studio No bossé Border là-bas avec alors? Kamamoli pendant. Pardon? C'est comme ça qu'est venu le studio No Border? Ou c'était Alors, encore à part ça? donc, excuse-moi, oui, donc juste pour finir avec Satellite, donc j'ai bossé avec Kamamoli-san comme ça pendant environ 11 ans. Et après, bon voilà, 11 ans c'est énorme en fait. Enfin, le temps passe vite et tout, mais Mm. je suis resté longtemps. Et puis au bout d'un moment, le studio, enfin voilà, t'as un peu tes habitudes, j'aurais pu rester toute ma vie, tu vois, mais il y avait moins de challenge. Ouais, tu voulais voir d'autres Euh, choses aussi. je voulais faire d'autres choses. Et surtout que c'était au niveau de le, c'est un studio très assez traditionnel dans le sens où ils n'étaient pas très intéressés ils l'ont été, mais moins après, parce qu'il y a eu des problèmes, pour travailler avec l'Occident. Et Mm. moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais un peu, après avoir passé 15 ans au Japon, je voulais un peu renouer avec mon identité et ne plus bosser que sur des projets japonais, mais bosser sur des choses qui me touchent plus ou qui sont plus pour un marché occidental au niveau de la sensibilité. Parce que j'ai bossé sur beaucoup de séries avec des chanteuses, idoles, de science-fiction. Enfin, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. C'est cool et tout pour l'expérience, mais tu vois, quand on a Après, fait tu le voulais passer à 3, autre chose. c'est pas notre culture non plus, tu vois. Mm. La culture des idoles, des chanteuses, etc. Comme ça. Donc, c'était bien, mais voilà, au bout de 2-3, c'était bon, ça suffisait. T'as eu ta dose d'idol. Ouais, ouais. Donc, Il y en a qui puis s'en après lassent pas, aussi, hein. aussi, tu commences. Il y a un côté égo aussi où tu travailles dans l'animation, tu as envie de plaire. Tu as envie de plaire à des gens qui sont comme toi, un peu ou des jeunes adultes. Mm. Donc c'était pour moi intéressant de travailler sur des projets plus SF, un peu plus avec des thèmes un peu, tu vois, avec de l'action, avec des trucs comme ça. Mais après, j'ai des enfants et je me suis un peu plus intéressé à la production pour enfants. Mm. Et donc, et ce qui se fait beaucoup en France, il y a beaucoup de projets pour enfants. Et je me dis, ça serait sympa de créer aussi des projets pour un public jeune, parce que c'est important que les enfants grandissent avec des beaux projets. Donc j'étais moins sur, on va impressionner le public avec des super dessins animés de SF et je vais faire des designs incroyables. J'ai eu une sorte de switch un peu sur, voilà, faisons des beaux projets aussi, même si ils s'adressent à un public plus jeune, ça peut être des super projets. Et donc, je- donc là, en ce moment, je fais pas que ça, mais en tout cas, on développe aussi en ce moment des projets, je dirais moins qui auraient été difficiles à faire au Japon, tu vois, mais qui peuvent être financés par la France. Ah bah, il y a justement une question de Samis Corp sur le chat qui dit: Thomas, que penses-tu de Miraculous? La série semble pas mal s'inspirer de Code Lyoko. Je sais pas si t'en as entendu Ah oui, parler. Ouais, tu vois. oui, oui, bien sûr, bien sûr, j'en entends. Comment ne pas entendre parler de ce succès planétaire? Alors qu'en Euh, penses-tu?
Donc, en fait, je connais bien son créateur, Thomas Truc. Donc, Thomas Truc, le créateur de Miraculous. Miraculous, c'est un projet il a porté des années avant que ça arrive sur les écrans. Mm. Et j'ai pas mal de points communs avec Thomas, même si on a un caractère complètement différent. Euh, et un physique complètement différent aussi, parce qu'il a une grosse barbe et tout. Voilà. Moi, je Vous suis avez le plus même prénom. genre coton-tige. Mais et lui, c'est plus une sorte d'ours. Voilà. Mm. C'est un mec hyper intéressant. Et on était dans la même école. C'est mon aîné en fait, c'est mon senpai de 2 ans. Il a fait Mm. l'école de Gobelins aussi, des Ah, Gobelins. aussi, d'accord. Vous venez de la La même. première fois que je suis allé au Japon en 2002, on était ensemble. On était ensemble, enfin on sortait pas ensemble, mais on était dans le même Oui, avion, on était dans le même groupe. d'accord. Comprenons-nous bien. Vous êtes vraiment venus ensemble et vivre l'aventure au Japon ensemble, en fait. Ouais. Il y avait Eddie Méong, il y avait Tania, il y avait Ah, du beau monde, en fait. Christophe Ferreira, Ouais. un auteur BD. Enfin, il y avait un petit groupe de Français. Mm. On a tous lié un lien très fort avec le Japon. Première fois qu'on mettait le pied au Japon. Première fois que j'ai pris un bain dans un onsen, c'était avec Thomas Truc, le créateur Ah, de du coup, Ladybug et ouais, ça Miraculous. rapproche, hein. Voilà. Et Thomas Truc a travaillé sur Kolyoko. Il a fait plein de storyboards sur Kolyoko. Mm. Donc il a apporté sa touche. Enfin, lui, c'est un vrai storyboarder réalisateur. Moi, je suis plus sur développement, direction artistique. Lui, c'est un storyboarder réalisateur vraiment pur, j'ai envie de dire. Mm. Et il a apporté beaucoup de choses à Code Lyoko. Et donc, s'il y a des points communs, c'est pas tellement étonnant. Et je pense qu'il y a probablement pas mal de gens qui ont dû bosser sur Code Lyoko qui sont après allés travailler sur. À vérifier, mais qui ont travaillé Mm. après sur Miraculous. Il y avait une autre question sur le chat qui demandait que penses-tu en tant que créateur de Code Lyoko, de Code Lyoko Evolution? Ouais. C'est une question qui revient souvent mais en fait j'en pense. J'en pense pas grand-chose parce que j'ai pas regardé en fait. Euh, je sais que c'est décrié, mais en fait il faudrait que je regarde pour savoir en fait. Et t'as pas eu la curiosité de voir ce que ça donne? T'as pas envie? Non, j'ai jamais Quand eu la ça part curiosité. en série En fait, live, ça se pour te détourne dire, trop. j'ai déjà du mal à regarder parce que j'ai participé à beaucoup de dessins animés au Japon aussi. Quand tu travailles sur une série, en fait au Japon tu travailles sur plusieurs projets en même temps. C'est très fréquent. Mm. Tu fais des designs pour une série, en même temps pour une autre, tu fais des trucs un peu à droite à gauche tout le temps. Tu n'es jamais sur un seul projet en même temps. Donc, et comme il y a un rythme de production élevé, et ils sortent des séries comme des fous, il y a je sais pas, plus de 300 séries par an. Enfin, tu es tout le temps un peu en train de travailler sur 3-4 séries. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu regardes, si tu voulais tout regarder les choses sur lesquelles vraiment tu as eu, il faudrait que tu regardes 3-4 épisodes par semaine. Alors qu'on bosse beaucoup, et déjà toute ta journée tu passes au studio à faire des trucs. Mm. Moi, le soir, j'ai pas envie de regarder, tu vois, j'ai envie de faire autre chose que de regarder les épisodes des séries sur lesquelles j'ai travaillé, en fait. Donc, en plus d'aller rechercher des séries anciennes qui ont eu plein d'autres saisons sur lesquelles j'ai eu enfin, que j'ai. Voilà, bref. Non, j'ai jamais eu pris le temps de regarder. Ouais. Là, je peux Après, comprendre. il y a eu aussi, je sais pas si j'ai le droit de trop de rentrer dans les détails, mais il y a eu des affaires sur Code Loco Evolution, en fait. Il y a eu un peu comment dire, le passage entre Code Loco et Code Loco Evolution, si tu veux, le fait que ça devienne Code Loco Evolution. Certaines personnes ont considéré que c'était plus Code Loco, et donc on n'avait plus vraiment, Euh, on n'avait plus, comment dire, Plus on droit pouvait de plus être considéré regard. comme auteur. Ouais, Non. comme Rumaroko demande, est-ce que tu as eu un droit de regard sur ça? On m'a demandé mon avis. Est-ce qu'on lance une nouvelle saison de Code Lyoko et il y aura du live, de la prise de vue réelle? Bah, moi, j'étais au Japon à ce moment-là. Je sais pas, j'ai dit, j'avais déjà donné mon accord pour les saisons précédentes. Je dis, bah, pourquoi pas, ils veulent relancer, faire du live, ça peut être sympa. Mm. Moi, j'étais pas sur place et puis je suis pas dans le truc. Je vais pas juste pour faire chez tout le monde dire, ah non, il faut absolument pas le faire. Tu vois, je sais, enfin, non,
on dit OK, faites, comme j'avais donné mon accord sur les séries d'avant. Mm. Après, ça a donné ce que ça a donné. Mais donc le truc, c'est que aussi à ce moment-là, après on m'a dit, ah ben, c'est plus vraiment Colyoko, donc peut-être que tu seras plus considéré comme auteur. Donc ce qu'il faut savoir, en tant qu'auteur, on touche des droits d'auteur. Donc même si je n'ai pas travaillé, c'est pas, je peux le dire, hein, je ne vais pas dire la somme parce que je ne sais même pas combien c'est, mais c'est pas énorme. Ça fait un peu d'argent de poche. Mais même si j'ai pas Mm. travaillé sur la série, comme j'étais au tout début en tant qu'auteur, j'ai un tout petit pourcentage des droits d'auteur. Quand le dessin animé passe à la télé, je touche une petite somme. Donc, Code Lyoko, pour moi, ça m'a fait un peu d'argent de poche en fait quand j'étais au Quand tu Japon étais au Japon. pendant pas mal d'années, quoi. Ouais. Donc, Et c'est pas négligeable. Après, là, ouais, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est que la société donc, qui a produit la série a fait faillite. Je pense qu'ils ont fait n'importe quoi. la Ils avaient un société qui a super succès. produit Code Lyoko Evolution? Ouais, Moonscoop. Ah, Et les droits... Pourquoi vous pouvez voir Colyoko sur ADN? Parce qu'en fait, là, c'est Ellipse Anime, une autre société, qui a racheté tout le catalogue de Moonscoop quand Moonscoop a fait faillite. Donc maintenant, c'est trop de sociétés qui possèdent les droits de Colyoko et qui peuvent continuer à exploiter la licence et la proposer comme elle le fait sur ADN. Et c'est super. Mais il y a un moment, en fait, donc Moonscoop a fait faillite, la société qui avait les droits. oh. Et, Bah, j'espère je que c'est sais pas plus à cause pourquoi de il disait Code ça. Lyoko Evolution, hein. Non, c'est pas pour ça. Mais ça se retrouve sur le net. Il y a Ah eu des ouais, moi trucs assez j'ai pas du tout suivi improbables. ça. D'accord, bah je Ouais. lirai. Ils n'étaient pas hyper clean. Hmm. Ils n'étaient pas Euh, hyper clean, mais ils ont trouvé moins clean qu'eux. Et en fait, je crois qu'ils se sont fait arnaquer. En fait. Oh, ça c'est vraiment les pires histoires. C'est Ouais, mais dommage. c'était. Et en fait, si tu vois, tout n'est pas rose dans le monde merveilleux du dessin animé. Il y a plein de sociétés. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins Oui, bien. Il y en a forcément, partout. il y a voilà, il y a des vendeurs de tapis partout, hein. Il y a Ouais, des ouais. escrocs partout. Et donc, faut toujours se méfier, tous les contrats, les machins et tout. Enfin, c'est un peu terrain miné parfois. Donc moi j'aime pas trop. Enfin, la plupart des créateurs, ça les intéresse pas ces histoires. Nous on veut faire des jolis trucs, toutes les histoires de contrats, d'argent, machin. Bien Oui, sûr, il faut que ça c'est. rapporte un peu d'argent, il faut qu'on vive de ce qu'on fait, mais bref, c'est tout le temps il y a plein d'histoires comme ça. Après, ça te Et prend la donc tête et t'as envie d'être créatif, de te concentrer sur ouais, ton art et pas d'avoir le à ouais, côté administratif qui t'embête dans tout ouais. ça, quoi. Sinon, on ferait que ça. Donc ouais. Donc c'est important de se battre pour ses droits et tout, mais il faut pas perdre de vue non plus. Tu vois, passer des années et faire plein de trucs, des démarches, des machins pour essayer de récupérer ses droits, des trucs, demander à des avocats, des machins. Enfin, on n'a pas envie de faire ça. Nous, on a envie de juste passer au projet suivant et puis faire d'autres Mm. trucs. Donc, alors je dis pas que ça a été la galère totale sur Code Lyoko, bien sûr, mais il y a toujours des histoires Il y a sur toujours des n'importe enfants quel projet. partout. Mm. Est-ce Et que moi, je tout. préfère aller de l'avant et faire d'autres choses. Donc, voilà. En bref, pour Colioco Evolution, j'ai dit OK. Et les autres auteurs, Tania et Carlo, ont dit OK, faites des suites Ouais. si le producteur et si le réalisateur et les scénaristes ont envie de faire des suites. Très bien. Après, on peut pas être. Si la série plaît pas au public, si tu veux, voilà, c'est dommage ou ça plaît pas à tout le monde peut-être, mais tout ça a été fait vraiment loin de tout, quoi. Enfin, loin de moi. Ok, je vois. Bah, en tout cas, moi j'ai pas encore vu hein, Code Lyoko Evolution. Du coup, sur le chat, c'est plutôt mitigé. Il y a des avis qui sont assez contradictoires. Bon, moi je verrai de moi-même, je vous donnerai mon avis sur le chat. Frisbee, si tu devais donner des conseils pour débuter en animation, par où on devrait commencer? Des conseils pour débuter en animation. C'est vaste, hein, parce qu'en fait, C'est vrai, c'est très l'animation, c'est vaste. pas juste un métier, c'est plein de métiers différents. Donc, peut-être qu'il veut parler d'être animateur, mais en fait, c'est important de comprendre dans ce milieu et cette industrie du dessin animé, c'est pas comme faire de la BD en fait. Ou à la rigueur, faire de la BD, tu peux être dessinateur, voire tu peux être scénariste ou coloriste. Il y a deux, trois métiers quoi. Et Mm. certains font tout en même temps. Le dessin animé, c'est plein de métiers différents.
Donc, vraiment, donc il y a des gens qui vont, il y a des gens qui produisent, qui écrivent des histoires, qui font du storyboard, qui font des designs, qui font des designs de décors, de personnages, d'accessoires, qui mettent en couleur qui définissent les couleurs de ces choses. Après, des gens qui font de l'animation, pause-clé, intervalle, des gens qui font du compositing, des gens qui font du montage, des gens qui font du son, des gens qui font... Enfin, il y a plein de métiers. Donc, en Mm. fait, plein de gens peuvent travailler dans ce métier, dans ce milieu-là, même si euh, ils ont des lacunes. On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas maîtriser tous les métiers. Donc, après, le métier un peu, je pense, auquel pensent les gens, c'est quand même animateur, c'est le métier central. Ouais. Mais moi, même si j'ai étudié à l'école comment on animait, j'ai jamais travaillé vraiment comme animateur. Donc, c'est-à-dire faire les dessins un par un pour faire créer l'illusion du moment. Mm. Euh, J'en ai fait un peu, enfin je vois comment ça marche bien sûr, et j'ai travaillé avec plein d'animateurs et je suis capable de faire moi-même ou de superviser des gens, mais je me suis plus intéressé très tôt en fait à la conception des projets et à leur design. Donc plutôt que de dessiner animer un personnage, je préfère le concevoir, le designer, faire ce qui s'appelle les feuilles de modèle, les modèle sheet, les feuilles de modèle et après laisser des animateurs travailler à partir de ça. Donc j'ai toujours plus travaillé dans des métiers de pré-production que de production et d'animation à proprement parler. Euh, Comment commencer tout est lié au dessin de toute façon dans pas mal J'ai déjà commencé à de ces dessiner. professions. Il y a- ouais, il y a pas vraiment de gros secrets. C'est dessiner énormément. Et après, le dessin d'animateur et le dessin d'illustrateur ou le dessin de dessinateur de BD, c'est encore des choses très différentes. Enfin, l'animateur va pas euh, porter l'attention aux mêmes choses que d'autres types de dessinateurs. L'animateur doit avoir un dessin beaucoup plus synthétique. En fait, il Mm. doit dessiner vite et avec peu de détails pour créer, en fait, déjà dans un premier temps, en fait, ce qu'ils appellent les poses clés pour créer euh, des premiers jets assez rapides avec Mm. déjà beaucoup de dessins qui définissent le mouvement. La plupart des animateurs, en fait, sont peu intéressés par le côté illustratif du dessin, le côté de faire joli, en fait, Ouais. plus pas, mais par le mouvement, le rythme et la beauté d'un mouvement ou son timing. Euh, donc, il faut être très bon en anatomie aussi, parce qu'il faut être capable de dessiner un corps humain ou un animal, enfin la plupart c'est des humains quand même, sous tous les angles. Il faut être bon aussi pas mal en perspective, parce qu'il faut être capable de dessiner des personnages dans un décor qui tienne la route en perspective. Si le personnage marche du fond de l'écran vers nous, en fait, il faut être capable vraiment de comprendre les règles de la perspective pour pouvoir dessiner dans un espace, tout Mm. simplement. Euh, Et toi, tu as commencé la à quel plupart, âge à la dessiner plupart d'ailleurs? touchent pas du tout à la couleur. Par exemple, la couleur, c'est un truc, les animateurs. Alors, il y a des gens qui ont des profils très variés, donc ils font de l'anime, mais à côté, ils ont leur petite BD où ils font des illustrations et ils touchent à plein de trucs. Mais un animateur sera probablement jamais. Il peut être complètement nul en couleur, c'est aucun problème. Mm. Il passe sa vie à faire des traits noirs sur un fond blanc. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête à apprendre la couleur si on veut être animateur. Par contre, si on veut être décorateur couleur dans l'animation, là, il faut apprendre. Ou alors être coloriste de personnages dans l'animation, il faut apprendre la couleur. C'est vaste. Euh, En fait, il a posé une question très très vaste. Mais tu ouais. avais commencé à quel âge à dessiner? Bon, Des- alors, c'est intéressant. Je pense comme beaucoup d'enfants, de toute façon, les enfants dessinent tous, a priori. Après, ils sont plus ou moins intéressés pour continuer. Aussi loin que je me souvienne, depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner. Mais un truc que je tiens à dire aussi, c'est que il y a des gens qui ont vraiment un sens du dessin, je dirais, inné et comment dire, je dirais automatique. Ou c'est-à-dire que euh, le moindre, euh, le moindre temps libre qu'ils ont un carnet, ils dessinent partout dans le Mm. métro, chez eux, machin. C'est un vrai plaisir et une activité que l'on peut faire vraiment. Euh, des gens.
moi, je suis assez fasciné par ça, des gens qui vont vraiment passer leur temps à dessiner, enfin, passer leur temps à dessiner. Ils vont devenir très bons, du coup, enfin, pour la plupart, parce qu'ils dessinent beaucoup. Mm. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Moi, le dessin, pour moi, c'est juste un moyen, un outil pour faire des choses. Et donc, je prends pas du plaisir particulièrement à dessiner. Et je dessinerai jamais sur mon temps libre, juste pas pour le fun. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est parce que je me mets la pression et c'est plus une souffrance qu'autre chose. Par contre, là où j'ai la motivation et l'énergie pour dessiner, c'est parce que c'est quand j'ai un projet derrière. Quand j'ai envie de faire un dessin animé, quand j'ai envie de faire un livre, quand j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Mais si j'ai pas le projet derrière, quelque chose un peu, Mm. une vision, je vais pas dessiner pour passer le temps. Donc, il y a différents types de personnes là par rapport à ça. Je suis pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et, donc, je dessine depuis longtemps, mais avec toujours un but derrière la tête. Je dessine pas pour dessiner. Je dessine pas pour faire un beau dessin. Je suis content de faire des beaux dessins et c'est important de faire des beaux dessins, mais c'est parce que dans le cadre de quelque chose. C'est pour ça que j'adore l'animation, c'est que en fait, on voit assez peu mes dessins directement. C'est juste un travail collectif qui est intéressant. Mm. Euh, je vais faire des designs de personnages ou de décors qui vont être repris par une équipe. Et après, ça va donner un résultat que j'aurais jamais pu faire moi-même parce que pour faire un dessin animé, il faut des dizaines, voire des centaines de personnes. Si j'avais été tout seul dans mon coin, j'aurais pas pu faire grand-chose. Enfin, on peut faire des choses, on peut faire des BD, on peut faire des illustrations, mais avoir une œuvre vraiment qui marque un film, une série, il faut être toute une équipe et j'adore être un rouage dans cette grande équipe. En parlant de dessin, en fait, j'avais envie de te poser la question, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines le dessin de ton fils, mais à ta façon? Bah, moi, j'ai vu plein de dessins voilà, de ton enfant, trait de famille. Bah, ça fait partie d'un Ouais. projet. Mais au Donc début, ça, c'est il a ouais. dessiné. Et est-ce que tu t'es tout de suite dit, pour rigoler avec ton fils, est-ce que tu vas dessiner ce qu'il a fait, mais avec ta patte? Ouais, ça c'était le tout premier. C'était le tout Euh, premier, ça? Il avait quel âge, du coup? C'est trop mignon. Il a beaucoup d'imagination, hein, là, ton fils. il avait 9-10 ans, je crois, au début. Et j'ai deux fils, hein. Alors il y a beaucoup de gens qui. Parce que donc, je me suis fait beaucoup connaître avec ce projet, qui est donc. J'ai deux fils, deux garçons. Maintenant, ils sont plus âgés maintenant. Ils sont franco-japonais, ma femme est japonaise. On Hmm. vit au Japon. Ils sont nés au Japon, ils parlent japonais. Ils parlent pas trop français, malheureusement. On a commencé, ils avaient genre 8 et 10. C'était il y a. Ça fait 4 ans maintenant, je crois. Donc maintenant, Hmm. on Oui, a ce arrêté livre, le projet, mais donc on a sorti ce recueil de dessins. trait de Et famille. on va sortir c'est encore assez confidentiel, mais je pense que je peux le dire. On sort un tome 2 là cette année. Ah bah justement, sur le chat, ça disait à quand un nouveau volume? Ouais. Donc on sort le tome 2 cette année, en fin d'année. Hmm. Bah, ça a été un. Je me suis fait vraiment connaître énormément grâce à ce projet, que je pense qui a parlé aux gens tout de suite. Parce que je travaille dans l'animation depuis longtemps, je suis sur les réseaux sociaux. Hmm. J'avais ma petite communauté de followers qui s'intéressent à l'animation japonaise. Mais quand j'ai commencé à se faire ce truc-là, ça a complètement explosé parce que ça a dépassé juste le travail que je faisais sur ces dessins, ça a dépassé juste le cercle des gens qui s'intéressent à l'animation, ça allait bien au-delà de ça. Donc je me suis fait vraiment beaucoup connaître grâce à ce projet, bien que ça soit pas l'essentiel de mon travail. Ah Mais bah moi, j'ai c'est trouvé ça quelque chose sur génial, hein. lequel vraiment je me suis énormément investi. Donc comme ça marchait, donc après j'ai commencé. Oui, alors j'ai une chaîne YouTube, mais ça fait presque un an que j'ai rien posté parce qu'on s'est calmé là sur le projet. Mais j'ai commencé la chaîne et j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Genre, il y a, je sais pas, Oui, 400 oui, t'as 000 400 personnes 000 maintenant. abonnés sur YouTube, hein. Mais Moi, j'ai découvert par Twitter, j'ai vu que ça a été ultra partagé. Moi, j'ai trouvé ouais, les images vraiment bah, sublimes il y et a eu plein de l'histoire est buzz et mignonne, après hein. je l'ai continué dans la même lancée. Parce que c'est un truc aussi sur les réseaux sociaux que j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Quand faut être dans la Mais ça vague. se comprend. C'est que si tu veux te faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut faire toujours la même chose. Enfin, c'est mon conseil,
aux Mm. jeunes, si vous voulez être une star sur les réseaux sociaux, vous faites toujours la même chose. Tout le temps, tout le temps. Et Bah, c'est dur de en sortir de tant que ça. créatif, moi, je trouve ça triste. Parce que Mm. j'ai envie de faire des choses très différentes. Mais le- pour être connu, en fait, il faut vraiment faire tout le temps pareil. Et au bout d'un Je- moment, les gens, ils viennent voir parce qu'ils vous faites tout le temps Bah, ils pareil. viennent pour ce contenu-là et dès que tu changes, après, ils vont Et se plaindre aussi. c'est ça. Donc si et j'ai des amis qui sont pas trop réseaux sociaux et qui font des trucs très variés, ils posent des trucs en temps, ils ont personne qui les suit, ils sont très bons parce qu'à chaque fois c'est différent et donc tu n'arrives pas à associer en fait une production et un style à quelqu'un. Mm. Donc il faut vraiment absolument faire tout le temps pareil. C'est ce que je me suis forcé à faire un peu sur cette série, mais c'était un plaisir. J'ai gardé le même concept pendant voilà 2 ans et j'ai fait cette série de dessins dans le but de sortir après ça sous la forme d'un beau recueil et tout. Mais voilà, après j'ai envie de faire autre chose, donc là je pars sur d'autres trucs maintenant. Donc ça fait longtemps que j'ai pas posté de dessin, donc on sort le tome 2. YouTube, j'ai pas prévu de faire beaucoup d'autres choses. Puis ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de stress. Et donc là, comme j'ai Mm. monté le studio No Border avec Ankama, je me concentre à fond là-dessus maintenant. Plus monter une équipe, développer des projets. Euh, voilà, je m'investis beaucoup dans le développement de cette société et de notre équipe, plus que juste bon, de Mm. ma propre communauté sur les réseaux sociaux. J'ai vu un peu comment ça se passait, c'était cool. Là, je passe à autre chose. Peut-être que je reviendrai plus actif sur les réseaux sociaux plus tard, mais pour l'instant, là, je suis sur autre chose. Oui, t'as tellement de projets en tête et t'as envie de découvrir d'autres choses, d'autres domaines et ça, Ouais, je le vois bah, totalement. là, je suis à mi-carrière. Là, ça fait à peu près 20 ans que je travaille. J'ai 43, il y a encore 20 ans. Voilà, je suis vraiment au milieu. On se rend compte, plus les années passent, plus on se rend compte que ça passe vite. Donc après, Mm. Bah, faut faire ce qu'on a envie de faire. faut profiter un peu et faire les choses qu'on aime, quoi. Et pas, voilà. Il y a des personnes qui demandaient par rapport au projet de vidéo sur YouTube avec tes enfants. Est-ce que ça a été du coup limité avec les réglementations autour des enfants Ouais, sur YouTube? c'est vrai que ça c'est un peu. Alors, la chaîne s'est tarie à peu près à cette période-là, mais c'est pas forcément. Je dirais que c'est pas C'est pas lié à forcément ça. lié. Mm. C'est plus lié à Parce que à toi? j'arrivais déjà un peu à une certaine fatigue de répétition. Il y a des dizaines de vidéos, c'est toujours le même truc. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez être connu, faites toujours pareil. Mais donc, je pourrais, moi, j'en pouvais, enfin, au bout d'un moment, j'en peux plus. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et j'ai déjà, voilà, j'ai tous les conseils que j'ai pu donner en termes de dessin sur cette série, je les ai donnés. Après, c'est répétitif. Donc, Mm. donc déjà, déjà, j'arrivais plus à monter moi-même. J'avais demandé à un pote de monter les vidéos pour moi. Enfin, je trouverais de moins en moins de temps pour Oui. m'investir dans ce projet. Donc, mais effectivement, quand même, le fait je rentrais complètement dans le critère, comme je fais des dessins à partir des dessins de mes fils et que je les montrais aussi dans les vidéos, ça rentrait vraiment dans les critères désignés par YouTube comme vidéos qui sont potentiellement vraiment qui visent un public d'enfants. Et donc, je me suis juste, j'ai appliqué un peu leurs recommandations et donc je sais plus ce que c'est, donc j'ai déclaré mes vidéos comme étant vraiment voilà, suitable for kids, donc ok pour les enfants, et ce qui provoque effectivement un effet de pas de démonétisation totale, mais je crois que ça réduit quand même beaucoup les revenus. Peut-être les Enfin, je publicités, faisais pas les YouTube revenus pour par vue. gagner de l'argent, mais ça joue quand même un peu sur la motivation de se dire, ok, ben là j'ai gagné 300 euros avec cette vidéo, c'est cool. De plus avoir ça, voilà, ça joue quand même un peu sur la motivation. Parce que tu passes tellement d'heures et machin à monter que tu as aussi envie derrière, même si c'est pas grand-chose par rapport au temps investi, Mm. ça peut être important, même si après moi j'ai un métier à côté, donc j'ai pas besoin de ça, mais Oui, mais justement, euh, comme maintenant tu es aussi en charge de ce studio No Border, tu as des responsabilités qui sont très importantes vis-à-vis de ça. Donc t'investir davantage sur une chaîne YouTube qui rapporte pas tellement, ouais. c'est beaucoup de boulot. Mais, ouais, mais Et si en plus t'es c'était lassé. vraiment cool d'essayer. Et il y a un moment, enfin au tout début, c'était fou, quoi.
Mais je Bah, pense j'ai que une ça a vidéo qui a donné fait la voix, hein. 3,5. Ouais, mais ça a dû donner J'ai la une voix à des vidéo qui a personnes qui font fait. ça tout le temps maintenant. C'est sûr. Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, j'ai dit que ça a donné sans doute la voix à des personnes de faire ça, mais en activité régulière. Ouais, bah, c'est ce que les gens disent, c'est que c'est totalement. Tu peux pas baser un business là-dessus, enfin, ou un business ou une activité full-time. Enfin, c'est trop risqué. Enfin, on sait bien de le tenter et tout, et pourquoi pas, il peut y avoir des beaux succès. Mm. Et moi, c'est super. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui me suivent, c'est génial. C'est absolument génial. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que tu peux avoir des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Mais finalement, si tu postes pas tout le temps, si tu, enfin, tu t'investis pas un maximum de temps, tu gagnes que dalle. Donc en fait, c'est euh, après, tu rentres dans les problématiques de réussir à vivre un peu de ces métiers toi-même. En fait, en tant qu'indépendant avec ta propre communauté, faire de l'auto-édition, monétiser, faire des commissions pour, tu vas vendre tes dessins, avoir un Patreon, avoir un Tipeee, avoir machin. Enfin, je voulais un peu essayer de voir ce que ça donnait parce qu'on sait jamais, tu vois. Mais c'est pas pour quelqu'un qui est déjà dans le milieu et qui a des contacts et qui peut travailler, qui a tout un réseau. C'est pas très intéressant en fait. Ça peut être valorisant parce que tu t'adresses vraiment à une communauté, ça c'est génial. Mm. Mais pour vivre de ça, c'est pas la meilleure option. Alors, il y a des messages sur le chat par rapport à ces vidéos YouTube que tu as faites. Il y a Wistiti75014 qui dit: Thomas, tu m'inspires énormément. Je reprends les dessins de mes enfants grâce à toi. Alors, il y a même Ouais, un lien vers sa ouais. page. Et grâce à toi, je fais de l'aquarelle aujourd'hui. Ah ouais, bah, c'est cool. Bah ça c'est un plaisir de savoir que de temps en temps les gens ils m'envoient leurs dessins, ils essaient enfin ils s'inspirent du concept pour faire la même chose avec leurs enfants. Et d'ailleurs au Japon il y a eu sur le site Pixiv, qui est un site de partage de dessins, ils ont fait une petite campagne récemment où ils ont fait gagner donc le recueil de dessins, ça c'est la version japonaise. Mhm. Et, ils ont fait un concours comme ça, donc il y a plein de gens qui ont posté des dessins dans le même concept. Puis donc j'étais jury, donc j'ai choisi un peu les meilleurs dessins. Et c'était cool. Ah, c'est Si génial. ça, enfin, clairement, ça apporte du plaisir en famille, entre parents, enfants et tout, donc c'est génial. Ah, j'ai C'est trouvé le fait pour ça. concept magnifique. Et est-ce que tes fils veulent travailler dans l'animation, dans le dessin, ou ça reste une passion encore Non, en fait, si je les ai enfin, en fait, je voulais, comme ce que je pense que pas mal de parents font, c'est que il y a comme voilà, je les ai mis au basket aussi parce que j'aimais jouer au basket. Mais après, ils font un peu, ils font un an. Après, ils aiment pas, ils arrêtent. Si ça leur plaît pas, il n'y a pas de souci. Et le dessin, c'était un peu pareil. J'ai essayé de leur donner un peu des pistes, de leur dire voilà, on fait comme ci, on fait comme ça. Le dessin, ça peut être ci, ça peut être ça. C'est super intéressant, ça peut être créatif, etc. Mm. Après, voilà, je pense qu'ils sont encore jeunes et puis, tu vois, ils dessinent pas tellement en fait. Quand on faisait la série, il y avait une activité, tu vois, genre chaque semaine, je leur demandais de faire un petit dessin, machin et tout. Donc, ils s'y pliaient, ils aimaient bien, mais depuis qu'on a arrêté, tu vois, d'eux-mêmes, ils vont pas aller reprendre les crayons pour faire ça. D'accord. Ouais, Donc, c'était ils ont pas comme pas, chez toi. je leur ai pas transmis le gène, voilà, C'est le gène du dessin. dessinateur dès le Qui début. n'existe pas d'ailleurs. C'est pas enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, en tout cas, c'est pas génétique. C'est Mm. juste avoir envie, puis mettre assez d'énergie, d'aimer suffisamment ça pour mettre assez de temps dans cette activité, Mm. qui génère du coup des progrès et du coup qui alimente une certaine satisfaction, qui donne de l'estime de soi et qui donne envie de continuer. C'est une sorte de cycle vertueux quand on commence. Euh, mais à la base, personne ne s'est dessiné, quoi. Mm. Alors, il reste une dizaine de minutes avec toi. Je vais en profiter pour prendre les questions qui sont sur le chat. Et là, ça commence à en avoir pas mal parce qu'ils sentent que c'est la fin d'émission aussi. Alors, il y a Vincus qui pose cette question, mais c'est pas la première fois que je vois cette question. Donc, tant mieux, Ouais, tu vas pouvoir répondre à la question que beaucoup de personnes se posent. Y aura-t-il peut-être une suite à Code Lyoko ou non? Et aussi, êtes-vous au courant qu'il y a de nombreux fans games très ouais. prometteurs, très travaillés avec les voix originaux
française de Code Lyoko. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est très bien pour ma Ah, part. il y a, il y Voilà. a- il y a- il y a quoi? J'ai pas entendu. Des fan games. Donc, Fan game? des personnes qui, je pense, ont créé des jeux vidéo basés sur l'univers de Code Lyoko, avec les voix J'ai pas vu, ouais. originales françaises D'accord. sur ça. Et oh, J'ai du j'ai coup, pas tu vu. n'étais pas au J'ai pas courant. vu du tout. Euh, Mm. j'ai cette question tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, Je m'en depuis doute, des c'est pour années, ça que je te la pose comme ça, des tu années. réponds définitivement sur Donc, le chat. je regarde enfin, sur Instagram, toutes les notifications, c'est ça. Twitter, toutes les semaines, là, j'en ai encore une il y a 2 jours. Enfin, tout le temps, tout le Oui, temps, tout oui, le temps. c'est sûr, t'en as plein. Je réponds pas, parce que si je commence à répondre, c'est la fin. Enfin, je fais plus que ça de ma vie, et puis, enfin, non, donc malheureusement, désolé, je réponds pas à ces questions sur les réseaux sociaux. Maintenant, je peux répondre là. Mm. Donc, pourquoi pas? Enfin, les droits sont, donc c'est pas moi qui décide. C'est pas comme si c'était une BD machin. Il faut écrire à Ellipse Animation, Voilà. société française du groupe Média Participation. C'est eux qui ont les droits. Mm. Ils peuvent, s'ils veulent, relancer une saison, s'ils ont envie. En tout cas, ils t'ont pas posé la question encore. Alors, non, mais vaguement, de loin, de bouche à oreille, j'ai pu entendre dire que ils y pensent quand même. Enfin, je veux dire, ils ont cette série, ils ont cette licence. Donc ils se disent, Oui. ils regardent ce qu'ils ont et ils disent, ok, ben, il y a des fans, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec. Donc, Mm. je pense qu'ils y pensent. Après, voilà, s'ils décident de le faire, je pense ils vont rentrer en contact avec les auteurs du projet. En l'occurrence, ben, ça sera Tania et moi. Après, pourquoi pas? Après, est-ce que c'est intéressant de refaire une saison? Je sais pas. Euh, c'est aussi le côté nostalgique, tu vois. Enfin, à un moment, toutes les bonnes choses ont une fin, d'une certaine manière. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes, on peut les regarder autant qu'on veut. Qui a besoin d'en faire des nouveaux? Ouais, mais les gens ont du mal à se séparer d'une œuvre qui les a marqués Ouais, ouais. pendant longtemps. Après, ça se Et c'est comprend, hein. aussi c'est à double tranchant aussi. Revenir 20 ans après, enfin là, du coup, même si on commence maintenant, ce sera plutôt genre 25 ans après. Quoique non, ça fait pas 20 ans, c'était en 2003, donc ouais, disons 20 ans après pour faire de nouveaux épisodes, Mm. avec des gens, probablement ce sera des gens différents qui feront partie de l'équipe. Il y aura un ton différent, il y aura enfin, ça sera pas pareil. Donc est-ce que ça va plaire autant? Est-ce que ça peut être aussi, ça peut être décevant aussi, on ne sait pas. Ça, c'est à double tranchant, tu vois, quand il y a quelque chose qui est attendu et qui est aimé. Mm. Donc, en tant que créateur, je sais pas. Euh, Alors, il y a Déjà, il Youn faudrait regarder tous les qui... épisodes à nouveau pour se remettre à jour. Ça Mm. prendrait beaucoup de temps. Et si on devait faire un reboot, comme le demande Younin V3RS3, un nom très long, Ouais, si tu devais faire un reboot, mais avec ta vision des choses jusqu'à la fin, est-ce que tu repartirais dessus ou vraiment tu te dis t'es passé, enfin, t'es très distancé maintenant de Code Lyoko. Mais si on te proposait de refaire la série avec ta vision complète du début à la fin, est-ce que tu irais dedans? je pense que si on faisait un reboot, ça serait pas, on referait pas enfin, on va pas refaire la même chose, le même scénario avec juste en Full HD format 16 neuvième. Non, non, ce serait, oui, tu pourrais Je apporter pense une que, vision enfin, moi, différente si, et une si nouvelle je devais scénarisation. retravailler sur la série, j'aurais vraiment envie de faire un feuilleton pour le coup, ce qui n'avait pas pu Mm. vraiment être fait à l'époque. Donc vraiment quelque chose d'épisodique, avec des cliffhangers à Ouais, chaque une fin vraie d'épisode. saga. Enfin, vraiment une. Une Ouais. épopée, enfin, quelque chose qui se suit. Ça, ouais. Et animé au Japon, avec une top qualité de dessin. Ça, t'aimerais bien. Bah ouais. Ah, mais ce Animé au serait. Japon, un bref truc feuilletonnant, Mm. avec. Est-ce qu'on ferait les scènes en 3D aussi? C'est une bonne question. Enfin, c'est une question que je me pose, hein. Probablement les scènes en 3D, scènes 2D, 3D, donc une 3D, une super 3D. Ça coûterait cher. Oui, ça, ça coûterait très cher. Mais avec ton studio No Border, c'est pas quelque chose qui pourrait se faire si jamais il y a des sous? Bah, nous, on est un petit studio de développement. On développe donc des projets d'animation. On s'oriente pas mal sur le jeu vidéo. Mm. Là, moi, ça
ça me passionne et je suis un grand joueur, donc passer un peu de l'autre côté maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je travaille avec des programmeurs, des game designers, sans révéler trop encore, mais on travaille sur un jeu qui est issu de personnages qui sont issus de traits de famille. Wow, ah, Donc, c'est super stylé. Il y a de quoi faire je avec pense qu'on pourra les personnages qui ont été créés là. ouais, on travaille sur un. Alors, voilà, c'était vraiment le départ, ça a lancé plein d'idées. Donc, c'est le point de départ. On travaille sur des personnages qui sont issus de cette série. Après, il y a énormément de nouvelles choses qui apparaissent et je travaille avec plein de super créateurs, de designers. On a un musicien génial japonais, enfin bref. Mais bon, ça serait, enfin, on débute à peine et on doit à la fois créer le studio, l'équipe, le projet en même temps. Donc, Mm. vous Ouais, il y a attendez beaucoup de pas à choses voir à ça faire. avant 3 ans minimum. Ouf, Mais ok. d'ici là, il y aura d'autres choses. Donc, on est un petit studio qui se développe. On n'est pas en mesure de produire une série d'animation. Ça, c'est impossible. Il faut beaucoup plus de monde. Mais avec Ankama, pourquoi pas? Parce on a dans le groupe, on a des équipes en France. On a aussi, comme on est au Japon, on a moi, j'ai plein de super connexions avec plein de studios. Donc, on peut très bien faire un partenariat avec un studio japonais pour faire des projets. C'est, enfin, tout est envisageable, hein. Bah là, si on partait par exemple sur un reboot de Code Lyoko, est-ce que un crowdfunding peut s'envisager? Tu sais, il y a des projets Alors, qui le se... crowdfunding, c'est un truc qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'animation coûte tellement cher à produire. C'est pas parce que les gens ils se mettent de l'argent plein les poches, c'est que les gens se rendent souvent pas compte du temps que ça prend de fabriquer de l'animation image par image. Mm. C'est extrêmement long et il y a plein d'étapes, comme je disais, écriture, storyboard, design. Après, il faut tout dessiner, il faut tout colorier, intervaller, faire le son, faire tout. C'est très cher. Donc, il y a toujours un décalage entre ce que tu peux ramasser avec un crowdfunding et le nombre de minutes que tu peux produire avec l'argent. Un exemple, Ankama a lancé un crowdfunding pour la saison 4 de Wakfu Wakfu, oui. il y a Oui, quelques qui mois. Ça a avait été un bien carton. marché. Oui. Enfin, le truc, Wakfu saison 4, ils ont fait 1,5 million d'euros, Mm. qui est le deuxième projet d'animation le plus Crowdfundé. comment dire, le Le plus plus fondé. financé. Non, Plus enfin, financé. le plus financé, le plus financé dans le monde de toute l'histoire de Kickstarter, 1 million 5. Mais Mm. avec ça, tu peux pas faire toute la série. Tu peux faire peut-être 5 épisodes. Ouais, c'est Donc très eux, cher. et la série fait une quinzaine d'épisodes. Donc ça leur finance peut-être un tiers. Après, il Le faut aller lancement. chercher l'argent auprès de partenaires habituels, donc les chaînes de télé, les plateformes de streaming, le Centre national de la cinématographie, etc. Donc, ça peut aider pour lancer l'engouement. Donc, par exemple, OK, on fait un épisode reboot de Code Lyoko, mais on n'en fait qu'un, ou un spécial, genre, Mm. un épisode long, tu vois, de 52 minutes. Ça peut se financer à la rigueur, mais pas une série complète. C'est juste impossible. Est-ce que tu sais combien ça coûte une saison de Code Lyoko? Non, je sais pas combien ça coûtait à l'époque, mais une saison de dessin animé, combien d'épisodes, combien de minutes? Euh, Alors, alors au total, je crois qu'il y a là, eu 95 je peux te dire épisodes. un chiffre un peu. Pour Ouais. un épisode d'animé, ça va. Alors, la fourchette, je dirais que c'est entre 200 000 euros et 500 000 euros, un épisode, en fonction de la qualité que tu recherches. 500 000 étant quand même très, très, très top, mais il y a certains dessins animés japonais qui se financent avec ce prix-là, très haut de gamme. Oh là là, Mais tellement minimum, cher. tu peux peut-être descendre à 150 000 euros pour un épisode. Mais c'est vraiment là, ça va être vraiment d'une qualité, beaucoup de dessins fixes, Ah, qualité relativement moyenne, voire bas de gamme. Donc pour un truc bien, bonne qualité, un truc vraiment chouette, je pense qu'il faut au moins, enfin il faut dans les 250 000, 300 000 euros par épisode. Multiplié par 13 ou 26, ça fait beaucoup. oui, tu m'étonnes. Ah non, mais c'est fou, on se rend pas compte, je pense, hein, à Ouais. quel point c'est coûteux un épisode d'animé. Surtout qu'on en voit de plus en plus sortir des animés dont j'ai jamais entendu parler, qui ont des multitudes d'épisodes aussi.
Maintenant, on le voit dans toutes les plateformes de streaming d'animés. En France, on a de la chance parce qu'on en a vraiment beaucoup. Mais c'est là que tu te dis, il y a plein d'animés, il y a des noms, des noms que j'ai Mm. jamais vus et il y a plein d'épisodes dessus. Et quand tu me dis le prix d'un épisode en moyenne, je me dis, c'est incroyable le monde de l'animation japonaise. Il y a énormément d'argent dedans qui se balade et en même Bah, temps, les c'est un animateurs marché sont de, pas très bien ouais, payés. c'est un marché de 20 milliards de dollars. L'animation japonaise, 20 milliards de dollars. C'est beaucoup, hein. En France, ça doit Ouais, être genre 500 000 euros, quoi. 500 millions d'euros, pardon. C'est waouh. genre, ouais, c'est 40 fois plus. C'est un gros marché, mais malheureusement, sur les 20 milliards de dollars, il n'y a que 2 milliards de dollars qui tournent en fait dans l'industrie, Mm. dans les studios. Donc 90% en fait des bénéfices vont directement dans la poche des ayants droit, des gens qui financent Ouais. sur des énormes succès. Mais en fait, c'est un milieu assez fauché en termes sur les sociétés de production. Ça génère beaucoup d'argent, mais l'argent il redescend pas, voilà, Mm. il redescend pas jusqu'à la source, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Du coup, curiosité de Yoon qui demande du coup le prix d'un film genre Akira ou Ghost in the Shell, ça reviendrait à combien? Mm. Akira, c'est un film qui avait coûté très cher à l'époque. J'ai pas le budget en tête parce que c'était vraiment extrêmement animé. Il y a beaucoup beaucoup d'images. Mm. Ils avaient travaillé avec les meilleurs animateurs. Enfin bref, c'est un film qui a coûté cher. Mais en fait, il y a des films absolument des chefs-d'œuvre d'animation, comme les films de Satoshi Kon. Tu connais, c'est le Oui, réalisateur, oui, oui, bien sûr. Tokyo Godfather, etc. Qui ont coûté, mais vraiment une somme ridicule, parce qu'en fait, lui-même a énormément, tout seul, a produit énormément de choses sur son film, tout seul. Euh, il a travaillé avec que des gens, peu de gens, et des gens d'un niveau astronomique phénoménal, euh, euh, de manière extrêmement efficace. Au final, tu peux faire des chefs-d'œuvre magnifiques qui coûtent pas si cher que ça. Mm. Les films les plus chers, c'est les films du studio Ghibli. Ils ont monté à des tarifs, je crois qu'ils sont montés sur des prix qui allaient. Je dirais qu'un film d'animation japonaise, en moyenne, ça doit coûter autour de peut-être 5 millions d'euros. C'est très peu. Euh, 5 millions d'euros, c'est entre 3 et 6. Mm. Ghibli a pu monter jusqu'à des tarifs de 50 millions d'euros. Ouais, oh, Parce qu'ils ouais, mettent 7 ans à faire leur film, parce que tous les gens sont en employés en CDI, alors que tous les gens dans l'industrie, la plupart du temps, sont des freelances, donc tu les payes juste pour ce qu'ils font. ouais. À un moment donné, à un instant T, ils font un truc, tu les payes juste pour ça. Mais Ghibli, ils payaient tout le monde en CDI, donc c'était hyper cher. Ah, ouais, ça a dû coûter Donc extrêmement c'est cher. Mm. impossible de bosser avec ce genre de régime de CDI de cette industrie. En France d'ailleurs, la plupart le statut est celui d'intermittent du spectacle. Mm. Donc c'est pas, les gens sont pas, ont pas il y a très très peu de CDI. Bref, donc on parlait du budget des films, et oui, en fait c'est plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais quand tu vois quand un film, je sais pas, un super film japonais va coûter, allez disons 10 millions d'euros, un film américain c'est 200, 300 millions d'euros. Enfin bon, c'est un blockbuster 3D, voilà. Mais derrière, ils savent qu'ils vont faire 1 milliard de Non, et puis ils bénéfices. s'exportent beaucoup plus dans les Ensuite, cinémas, et vraiment c'est pas mondialement. du tout la même économie. Ouais. Ouais, c'est vraiment rien à voir. Mais on commence dans les cinémas français à avoir un peu plus de films d'animation hein, qui sont diffusés, notamment dans les méga CGR. Ça se fait de plus en plus au Ouais, Grand bon, Rex aussi. en ce moment, c'est un peu dur, En mais ce moment, l'année d'ailleurs, dernière, début d'année début d'année c'est un dernière. gros, ouais. D'ailleurs un gros problème sur les distributeurs enfin, moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de distributeurs de films notamment d'animation japonaise, qui doivent, enfin, qui soient vraiment en difficulté. Enfin, ouais. Mm. Donc, ouais, le cinéma, c'est chaud. Voilà. Bon, bah écoute, Thomas, il est déjà 16h35 et je sais qu'il est bien tard au Japon, donc je vais pas te retenir Ouais. beaucoup plus longtemps. Mais est-ce que, déjà, je vais te remercier, hein, merci infiniment pour ton temps passé ici à discuter avec nous.
d'avoir discuté de Code Lyoko ou de l'animation japonaise au sens large. C'était vraiment super sympa d'avoir ton témoignage. Est-ce que on te retrouve sur les réseaux sociaux actuellement, sur d'autres projets? N'hésite pas à nous tenir au courant de ton actualité pour terminer. Ouais. Bah, c'était super sympa. Moi, enfin, j'adore parler de ces sujets. Il y a tellement de choses enfin, Oui, il y a voilà, beaucoup de on choses à pourrait dire, dire hein. tellement plus. Donc, c'était super. Mm. Actualité, oui, bah, je suis toujours un peu sur les réseaux sociaux, plus ou moins, enfin, plus moins que plus en ce moment, mais on, on a un compte aussi Studio No Border, enfin, sur Twitter, Studio No Border. Vous pouvez suivre de temps en temps, on poste des petits trucs de ce qu'on est en train de faire. On a Mm. notamment sorti un jeu de société édité par Ankama qui s'appelle Dragon Parks, qui est un jeu qu'on a fait au studio là avec Nicolas qui est game designer et Ayumi qui a fait les dessins. Donc on fait des petites choses comme ça. De gros projets, ça sera quelque chose qu'on va annoncer a priori l'année prochaine. Mm. Euh, et j'espère que ça va être le lancement vraiment de super beaux projets de notre équipe produits au Japon et puis avec Ankama. Et puis bah, sinon, donc, si vous voulez soutenir un peu ce que je fais aussi, vous pouvez trouver ce bouquin, Trait de famille. Et Ah on bah, je sort vais le le 2, commander là. on sort le 2 à la fin de l'année. Donc ça c'est super, ça Ah, m'excite j'ai pas mal vraiment aussi. hâte. Du coup, c'est avec Kurokawa que tu édites Ouais, ça? ouais, avec Kurokawa. Ah, avec Ouais. Greg? Tu travailles avec Greg? Greg, ouais, c'est Greg Super. qui m'a contacté au tout début pour faire le livre. Ouais. Et Donc, toujours dans les bons c'est plans, hein, Greg. Il travaille avec toujours dans beaucoup de les bons plans. passion, je l'aime beaucoup. Il est vraiment super. Je suis trop Ouais, contente que tu travailles avec lui pour ce projet-là. Magnifique. J'ai ouais. hâte d'avoir le tome 2 alors. Bah, c'est gentil. Adraxinoda dit on rattrape pas la préco. N'hésite même pas à faire une édition limitée encore plus jolie. Je suis sûre que ça se vendrait très bien. Si on peut Ben donner ouais, des puis peut-être sous-sous, qu'ils on le pourront fait, faire. hein. Ouais. Comme il y a deux tomes maintenant, peut-être que ça va Ah un peu ouais, remettre le tome un aussi dans l'actu, et puis peut-être qu'il fera un un coffret, package. j'en sais rien, ça peut être cool. Ouais, Je ça vais le pourrait être dire à sympa. Greg. Ouais, Non, ouais, franchement, il faut faire un petit package avec les deux. Une ouais, ouais. édition limitée jolie. De toute façon, Greg, il sait faire, hein. Mm. Lui, il connaît bien. Il peut mettre en valeur encore plus le projet. Et franchement, on a juste, nous, avec le chat, hein, à envoyer des messages à Kurokawa, hein. On peut demander des éditions particulières à Greg, hein, pour Trait de famille. Ouais. Faisons passer le message d'une édition limitée ou voilà, d'un coffret du Trait de famille 1+2. On va faire Ah passer ouais, le trop bien. message. Bah, en tout cas, voilà, c'est super les projets. Merci beaucoup Thomas. C'était vraiment très Ouais, intéressant de merci. discuter avec toi. Et bah, à l'occasion du trait de famille, de réinviter, ce serait vraiment super. Ouais, avec plaisir. Ou sur d'autres sujets, ouais, Oui, ou n'importe. Enfin, reprendre par la rapport au Japon discussion et au. sur l'animation japonaise avec grand plaisir. Carrément. Carrément. Bah, sur le chat, en tout cas, il Merci t'envoie beaucoup. beaucoup d'amour, hein. N'hésite pas à lire les Super. messages Merci à dessus. tous. Merci à tous d'avoir suivi ce live, hein. C'était sur ADN Animé sur leur chaîne Twitch. Merci Thomas. Merci à tout le chat, hein, pour votre Merci. bienveillance et tout. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ouais. Salut. Ciao.